Bienvenue dans notre série d'interviews sur le passé de Rugles, dans l'Eure. Nous allons plonger dans les souvenirs des anciens habitants pour découvrir l'histoire de notre village. Des récits riches en anecdotes sur les commerces d'antan, les fêtes locales, la Seconde Guerre et bien plus encore. Préparez-vous à un voyage dans le temps à travers les souvenirs de Rugles. La mère Stéphanie, elle en a pris beaucoup de gens du moulin à papier qui venaient se cacher là, qui venaient manger parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à manger. On se retrouvait tous là-dedans. Ils nous auraient foutu le feu là-dedans, on grillait tous. Et nous, on couchait on avait ramené des matelas, couchait sur les tombes, couchait tous ensemble. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais gamine. Je me sentais plus en sécurité. Là, qu'avec mes parents, dans la petite maison. Je dis, s'il faut un éclat, la maison va sauter, il y avait des murs épais comme ça quand même, hein, dans la crypte. Ils avaient fait des abris là. Et les Allemands, c'était pendant les bombardements. Les Allemands n'étaient plus dans le champ où ils étaient là. Ils étaient déjà repartis. C'était en kaki ceux-là. Je me souviens tous les jours, ils disaient à mon père, alors monsieur Sourget, où sont les Allemands, où sont les Anglais aujourd'hui? Mon père, il dit, tracasse pas, ils sont la Trinité des laitiers, ils vont pas tarder à arriver. Ils se tiraient, hein. Ils se tiraient tous et mon père en a caché un, qui n'a pas voulu repartir, qui était déserteur. Il l'a caché dans le foin, ils se tiraient tous et le gars, il a dit, je repars pas, il était jeune. Il a dit, moi je repars pas, je reste là. Il a resté à travailler à la ferme, peut-être pendant un an ou deux, il s'appelait Yannick. Un an ou deux, puis un jour il a dit à mon père, quand il y a eu il a dit je voudrais retourner voir mes parents. Mais il dit je reviendrai vous voir, on l'a jamais revu. Là. Quand il arrive en Allemagne, il était déserteur, il a dû se faire... on l'a jamais revu. Papa il avait prêté une valise et tout, on l'a jamais revu. Non, un jeune gars, c'était pas les SS qu'on avait, nous, c'était les vieux qui n'avaient rien à foutre de la guerre, quoi. Moi, j'ai vécu avec au moulin à papier. L'autre fois, mes petits-enfants me disent, comment que ça se fait, tu fais plein de mots d'allemand. Parce que j'avais 7-8 ans, on était avec eux, nous, ils étaient à l'entrée de l'usine. Ils avaient leur bureau là, on allait, nous, on était gamins, ils nous donnaient à manger. Du pain, de la confiture. Oh. Bon, ben après, il y a eu les bombardements, et puis après, bon, ben, les massacres qu'ils ont fait, c'était quand même pas trop chez nous, bah. On n'a pas eu trop à... Hein. Puis nous, bon, ben, quand je dis qu'on a mangé des pousses de fougères, je dis ça à mes gamins, c'est vrai, puis d'ortie blanche. Ben oui, on n'est pas mort, on est encore là. On avait du lait. On avait toujours du lait. Du pain, on n'avait pas beaucoup. Manger ce qu'il y avait, quoi. Des patates. Mais ils venaient nous les chercher, ces salauds-là. Avec leurs fusils, des oignons, tout ça, ils nous prenaient tout ça, on avait le droit de rien dire, hein. Mais bon, maintenant il faut pardonner, hein. Enfin, pardonner celui qui n'a pas eu de problème avec eux, on peut pardonner, mais ceux qui ont quand même perdu des familles entières, c'est quand même pas facile. Il y a beaucoup de gens qui mettaient des collets, hein. Les avions c'était avec les tickets, le pain c'était avec les tickets, tout ça. Ceux qui venaient acheter des batteries pour chasser la nuit. Oh. Ah ben, disait, Moi je ne savais pas si c'était pour chasser la nuit. de moto, tout ça. Ils t'ont peut-être... Enfin, ils t'ont fait une confidence. Moi, ils m'ont jamais dit que c'était pour chasser la nuit. Non, mais quand j'ai fait mes déductions, quand je ben oui, c'est pour mettre dans quelle moto, dans le... On me dit c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça. Comme ça. Bon, ben, ça ira. Bon, allez, hop. Il va en lapin, c'est bon. Et comment il faisait alors? Pour chasser au À phare de moto, hein, une poignée sûrement, hein, et puis t'enfiles avec le plus et puis le moins, puis quand il voulait éclairer pas, il branchait la batterie, il y en avait un qui maniait le phare et puis l'autre qui tirait le gibier qui était dans le phare. Ça, je me souviens bien, quand ils venaient me chercher une batterie, commander une batterie, puis quand ils ne savaient pas le modèle de leur moto, je savais qu'ils allaient s'en servir quand même. Hein.
S'ils achetaient une batterie neuve, c'est parce qu'ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Ah, oui, bon, bah. C'était nos clients aussi. Hein. Ouais. Bon, on n'était pas chargé de faire de Peut-être pas garder choses, tu vois. On avait fait une espèce de petite association avec entre copains. Il y avait des copains de Rugles et du Moulin à Papier, parce que le Moulin à Papier c'était quand même un peu la clique, je dirais, de l'époque, parce que on était un peu séparés, donc on se regroupait. Les gens du Moulin à Papier, c'était des gens qui se regroupaient entre eux. C'était pas comme maintenant où tout le monde est mélangé, mais là le Moulin à Papier c'était une entité hein, à l'époque. Mais on avait quand même d'autres copains de rue, des anciens de l'école. Alors on avait 17-18 ans, si vous voulez, on commençait à penser à ça. Hein. Les filles, ça commençait à nous intéresser, c'est évident. Hein. Et alors, on avait monté une petite association de copains. On était peut-être 8-10, quelque chose comme ça. Et puis, il fallait bien qu'on trouve des combines. Alors, effectivement, on avait monté une combine de bal clandestin qui se passait au Moulin à Papier, parce que en face de l'usine de l'époque, de la cartoucherie, qui n'était plus cartoucherie, puisque les Allemands avaient tout cassé là-dedans, il y avait un café, un petit café, qui s'appelait le Petit Robinson. Vous n'avez pas connu ça, vous? Eh bien, dans cette maison qui est à étage à cet endroit-là, c'était pas une maison à étage, ça a été fait après pour l'usine, ça pour loger des gens. Mais il y avait un café comme ça, quoi, de campagne. Et là-dedans, il y avait un couple, je ne me rappelle plus du nom du reste. Bon, enfin, peu importe. Il y avait donc une salle de café qui permettait de danser si on voulait. Et il y avait un petit orchestre qui s'était fait avec des gens du Moulin à Papier aussi du reste, qu'on appelait l'équipe Barbier-Bibot. Barbier, c'était le joueur d'accordéon, et Bibot, qui était le gars qui tapait sur la grosse caisse. Et c'était des vieux, pour moi à l'époque c'était des vieux, maintenant ce serait des jeunes. Et il avait donc 30-40 ans, quoi. C'était des gars qui jouaient, ils jouaient mal, mais enfin bon, ils jouaient, quoi. Ça faisait de la musique. Et on installait donc, à chaque fois qu'on faisait ça, on dégageait les tables du café, là. Et puis au milieu, on dansait au milieu. Eux, ils étaient installés sur le billard. Il y avait un billard. Alors, ils s'installaient sur le billard. On avait mis des planches. Et puis, il y avait le boum boum et puis l'accordéon sur le billard. Mais on avait un arrangement avec les flics de rue, parce que c'était interdit, bien entendu, les bals clandestins. Alors, il n'était pas question de se faire prendre par les Allemands. Surtout qu'il y avait des Allemands dans le coin, en plus. Dans des baraquements de l'usine, ils étaient installés, mais c'était plus bas, alors ils ne voyaient pas. Et alors les gendarmes étaient chargés de surveiller tout ça. Mais ils téléphonaient chez Luce, elle s'appelait Luce, la dame, je crois, c'était Luce, Madame Luce. Et ils lui téléphonaient en disant on monte chez vous dans un quart d'heure. Ils étaient pas vaches, les flics de rue de l'époque. Et puis bon, dans ce qu'on faisait, aussitôt crac, on démontait tout le bazar, on ramenait les tables au milieu, on se réinstallait. Et puis quand les gendarmes arrivaient, on était en train de boire un verre de cidre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à boire à l'époque. Et puis tout le monde était organisé, bon, ils se faisaient aucune illusion, ils savaient très bien ce qui s'était passé. Puis ils repartaient, puis ça se passait comme ça. Oui, en fait, bal clandestin, là, bon, chez Solus en question, là, au Moulin à Papier, lui, on le voyait que très rarement. On ne voyait qu'elle, en réalité. Et lui, à la fin de l'occupation, non, c'était pas encore fini en France, mais il y avait cette période juste du début de la libération. Et lui, à ce moment-là, il est apparu. Il est apparu, et j'ai toujours pensé, c'est pas une certitude, j'ai toujours pensé que c'était un gars de la résistance, ça. Parce que du jour au lendemain, ils sont disparus. Les Luces en question, quand la guerre a été terminée, paf, ça a été terminé, ils sont barrés. Et c'est un gars qui devait avoir un point d'attache ici, et que j'ai toujours considéré comme un gars de la résistance qui était planqué là. Et qui devait s'occuper de quelque chose dans la région, certainement. Et l'anecdote qu'il faut citer quand même, c'est que
quelque temps, juste avant la libération de Rugles, mais la libération était déjà en cours, mais Rugles n'était pas encore libéré, eh bien, il y avait un prisonnier allemand dans les sous-sols de ce café-là, le bonhomme qui l'a sorti quand les Anglais sont arrivés. Et il y avait une quinzaine de jours, d'après ce qu'on a su après, que l'Allemand s'était fait mettre en prison par le père Luce dans son sous-sol. On arrive à Rugles dans un convoi, peut-être 400 camions pleins de soldats, des génies, etc., etc. Et surprise, l'Aigle était libéré déjà. On passait rapidement. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs à l'Aigle. Les deuxièmes villes, pour nous, c'était formidable. Toutes les populations sont joyeuses, ils sont libérés. C'était formidable. C'est la première fois, je pensais à une ville, le même jour, c'était libéré. Et on trouve que c'était formidable. Le jour de la libération de Rugles, Oui, vous êtes arrivé avec votre régiment. oui. Pouvez-vous m'expliquer comment était l'ambiance? Moi, un souvenir, tous les rues, c'était plein des enfants, c'était une vacances, tous les enfants sont là. C'est comme un dimanche ou une fête. Et nous sommes très contents parce que la ville n'a pas beaucoup de dégâts normalement. En Normandie, les villes souffrent beaucoup, vous savez. Heureusement, Rugles était rapidement libéré par le régiment, cavalerie régiment que je connaissais bien, la Force 73 Dragoon Guards. Et nous sommes partis pour Bretagne. Et ça, c'était Rugles était libre. Mais j'ai un souvenir extraordinaire. C'était la première fois que j'ai vu une grande ville comme Rugles libérée, pas en ruine, comme on Normandie avant la falaise peuplée. Et c'était une expérience extraordinaire, toujours dans ma tête. Maintenant, après 70 ans, Rugles, c'était mon ville. J'habite à Louvre, mais chaque fois que je passais à Rugles, j'ai vu tout le monde dans la rue chanter la Marseillaise, du Cid, du Calvados. C'est une mémoire extraordinaire, très joyeuse pour nous, parce que c'était pas nécessaire de tuer les enfants, tuer les personnels, les rues étaient libres. Et c'était une journée très importante dans ma vie. Et maintenant, 70 ans, j'habite presque à Rugles. Je suis très content. Rugles, c'était, comme on dit pourquoi vous êtes à Rugles, j'ai toujours dit, monsieur ou madame, je suis chez moi à Rugles. J'aime beaucoup cette ville. Oui, on commençait à 7 heures le matin, puis tu sais, tu finissais pas beaucoup avant 10 heures le soir au moins. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de repos, hein, non. Puis des fois, on te disait, tu avais ton congé le lundi, on te disait, non, tu peux pas le prendre parce que tu sais, ça fermait jamais. Hein, il n'y avait jamais de fermeture à cette époque-là. C'est quand j'ai quitté l'école, à 14 ans. Je suis arrivée à Rugles, chez monsieur et madame Bordier. J'avais 14 ans, hein. Maintenant je vais en avoir 83. Ah non, non, ils allaient travailler, tout le monde allait travailler à peu près à cette époque-là, enfin, ou apprendre un métier. Hein. À l'usine. Ah oui, mais mes parents, moi, ils n'avaient pas les moyens de me faire apprendre un métier. Hein. Alors, on allait travailler comme ça, et puis... Hein. Il y en avait beaucoup dans le temps. Hein. On n'apprenait pas souvent un métier comme on voulait. Maintenant, parce que mes parents, ils étaient pas riches, hein, ils étaient pauvres. Mon père, il travaillait à l'usine. Maman, elle avait beaucoup d'enfants, 8. Hein. On était 8. Hein. Tous les ans, au mois d'août, c'était la course cycliste à Rugles. Et bon, j'en faisais partie puisque j'étais coureur cycliste. Hein, et je n'ai jamais manqué une fois la fête de Rugles ni la course. Et là, c'était un
lundi matin, toujours. Et puis on courait un matin, le départ enfin est donné, enfin, je m'exprime peut-être mal, le départ est donné par le maire de Rugles. Ma foi, il baisse le drapeau, tout le monde part, sauf moi. Ma roue arrière était décentrée. Tout le monde était parti, était arrivé au petit pré. Moi j'étais pas encore, j'étais sur la place dans des loges. J'étais pas encore parti, si bien que je fais mes 100 km tout seul. Et puis bon, une fois la course finie, c'était l'habitude, on allait manger chez mon oncle et ma tante. Et puis en passant, dans la rue Aristide-Briand, il y a une femme qui m'interpelle en haut, elle me dit je vais vous donner une prime. Vous avez fait la course tout seul, je vais vous donner une prime. Alors elle jette du papier de toilette, et puis elle me dit vous regarderez dedans. Alors je regarde, après naturellement je continue, et puis je regarde, c'était un billet de 100 francs. Alors elle me dit c'est la prime. Bon. Alors ma foi j'étais content, si bien qu'à Rugles j'ai toujours fait beaucoup de primes, parce que déjà j'étais connu, et je faisais souvent, même des fois, plus de primes que de gagnants. Et j'avais j'avais de nombreux supporters qui faisaient eux aussi des quêtes pour me donner, que ce soit au Saptel, quand on passait par le Saptel, ou dans Rugles, ou dans le Moulin. J'ai toujours fait une course de Rugles qui rapportait de l'argent à l'époque. Point de vue dopage, il y en avait peut-être qui se dopaient, mais bon, on ne le savait pas. C'était méconnu. Hein. Bon, il y en avait certainement qui se dopaient, mais bon, avec des choses naturelles, peut-être du champagne, peut-être, je sais pas, il y en avait qui mettaient du jaune d'œuf avec du Porto, il y en avait, mais bon, c'était des trucs naturels, quoi. Hein, je veux pas dire que c'était bien, mais c'était pas... Et puis après, bon, ça a continué, bon, le dopage est devenu... alors bon, ça arrivait que dans nos courses, il y en avait, hein, même dans les petites courses, hein, il y en avait qui prenaient... Moi j'ai fait une course, il y a eu un contrôle antidoping, eh bien... Le premier qui a gagné, il ne s'est pas présenté, le deuxième non plus. Hein. Bon, alors que c'était des courses amateurs, il y avait, à l'époque, je ne me rappelle plus, quoi, mais c'était minime la somme qu'on avait à gagner. Hein. C'était quoi peut-être 80 francs ou 120 francs ou des trucs comme ça. Ça, c'était des gars qui étaient pas du coin, hein. C'était des gars qui étaient de la région parisienne, alors bon, je ne vais pas, ils étaient peut-être plus informés que nous. Hein. Qu'après, ça est devenu des médicaments, c'est devenu des seringues, d'abord, il faut dire que moi, le Tour de France, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Hein. Les courses de vélo, ça ne m'intéresse plus. Hein. Ouais. Le gars qui gagne, tu as toujours un doute, tu te dis, est-ce qu'il marche à Leclerc ou est-ce qu'il marche hein. Ouais, avant, on prenait plaisir à regarder le Tour de France, que maintenant, je ne regarde pratiquement plus. Et un certain jour de juillet 67, avec mes parents, on était pique-niqués sous la route de Saint-Suzanne-au-Bois-de-Breteuil, au rond de la Reine. Et au bout de quelques minutes, il y a une voiture qui s'est arrêtée à côté de nous. Il y a une famille qui est descendue. Et ils se sont mis à jouer, les gamins se sont mis à jouer au football. Mon frère, qui était plus jeune que moi, il est parti jouer au football avec eux. Et au bout d'un moment, moi tout seul là, je m'ennuyais un petit peu, j'étais tapé dans le ballon avec eux. Et la personne qui est le monsieur de cette famille m'a dit « Est-ce que tu joues au football ?» Je lui ai dit « Non, je ne joue pas du tout au football. » Il m'a dit « Est-ce que ça peut t'intéresser de jouer ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et à partir de ce moment-là, un jour, j'ai décidé de venir. Donc il m'a donné l'adresse d'une personne à Rugles. Donc quelques semaines plus tard, je suis venu voir cette personne. Cette personne, c'était Georges Flory. Et à partir de ce moment-là, j'ai signé une licence à Rugles. Et la personne qui m'a trouvé pour venir jouer au foot à Rugles, c'est Guy Franchet.
À partir de ce moment-là, il y a, si je peux appeler une histoire d'amour, a commencé avec moi et rugby. Car j'étais accueilli d'une certaine façon à rugby par tous les rugbyois, moi qui étais un jeune étranger. Et je me suis toujours dit après que je ferais tout ce que je pourrais un jour pour rugby. Et j'ai joué au foot à rugby jusqu'en 74. En 74, je suis parti jouer au foot à l'Aigle. Ça a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, c'est pareil, j'ai vécu une période avec Georges Fleury, privilégié. J'étais un jeune garçon. Et Georges Fleury, pour moi, c'était pratiquement mon deuxième père, mon père spirituel au niveau football. J'allais le voir tous les jours dans son atelier. On parlait football avec lui. Et le jour que je suis parti jouer à l'Aigle, j'étais parti dans le coin ennemi. Georges Fleury ne parlait plus football avec moi. Il voulait bien parler d'autre chose, mais football, c'était fini. Et donc ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai signé à Alençon. Et le premier jour que je suis venu voir Georges Fleury, une fois que j'avais signé à Alençon, c'était fini. Georges Fleury m'a accueilli avec un gros sourire en me disant « T'as marqué 2 buts ». Et il avait l'Ouest de France sur les yeux. Et Georges Fleury, il avait pardonné que je sois parti de rugby. Mais j'étais à Alençon, j'étais plus à l'Aigle. On était 2 jeunes, on avait 17 ans. Il n'y avait pas d'équipe junior à rugby, donc on jouait en senior. Et c'était Martial Chinal et puis moi. Et donc on était pratiquement les 2 enfants de la famille Fleury, les 2 garçons. Et souvent, pratiquement tout le temps, chez la famille Fleury, il y avait 2 assiettes de mise, au cas où il y avait les 2 gamins qui passeraient. Ça, c'est une anecdote que je voulais un petit peu effectivement raconter. Parce que la famille Fleury, pour le sport à rugby, c'était quelque chose. Au niveau vélo d'une part, mais après c'était football. Et ça a duré jusqu'au décès malheureusement de Georges Fleury. Est-ce que tu as ressenti des problèmes de racisme dans le sport quand tu y étais ici? À Rugles, non. Au niveau racisme à Rugles, vis-à-vis de moi, non, pas du tout. Quand on allait dans des autres clubs, où de temps en temps, c'est vrai qu'à Rugles, il y avait moi qui étais espagnol, et puis il devait y avoir un portugais ou 2 à l'époque. Donc il y avait certains petits problèmes, mais ça n'a rien à voir avec ce que des fois on peut vivre aujourd'hui. Et maintenant, c'est comment aujourd'hui là? Maintenant, c'est plus difficile. C'est plus délicat, mais malheureusement, le racisme, je pense qu'il existe, il existera, mais malheureusement, je ne veux pas dire le mot, mais ces gens-là, c'est à bannir du sport. Oui, mais c'est toujours la même chose. Le problème de racisme, j'estime qu'on peut être raciste sur un blanc ou un noir. C'est pas parce qu'on est noir ou on est blanc ou on est jaune que c'est pas ce problème-là. Je pense que c'est plus un problème de mentalité des gens qui a changé. C'est pas la couleur de la peau. La couleur de la peau, c'est une chose, mais je pense que c'est surtout la mentalité des gens qui ont changé. Le football aujourd'hui, surtout maintenant au niveau au-dessus, c'est devenu tellement argent, c'est argent. Donc, et puis les supporters deviennent pareils. Et c'est très grave.